importante. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui d'environnement et de santé mentale. Donc, moi je suis psychiatre, mais j'ai aussi une activité de recherche, notamment sur les troubles psychotiques et la schizophrénie, et notamment sur tout ce qui est la recherche autour du rôle des facteurs environnementaux. Les facteurs environnementaux qui sont soit des facteurs de risque, soit des facteurs qui peuvent modifier le cours évolutif d'une maladie. Et donc, évidemment, je vais surtout vous parler de ça pendant cette conférence. En commençant par définir l'environnement. L'environnement, comme on l'entend dans la recherche épidémiologique, c'est l'ensemble des facteurs auxquels on est exposé depuis la conception jusqu'à la mort, qu'il s'agisse d'événements stressants, d'infections qu'on va croiser, de substances chimiques, de pollution, d'exposition, de nutrition, de toxiques, d'espaces verts, de relations sociales, de stress social dans la famille, au travail, au sein de son groupe social, etc. Donc ça c'est l'environnement, et donc on va découper en différents facteurs pour les étudier et étudier leur potentielle influence, leur potentiel impact sur la santé mentale tout au long de la vie, avec différents types comme je vous l'ai dit, différents types de facteurs environnementaux. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir si ces facteurs environnementaux ils sont associés à une augmentation du risque ou à certaines modifications. C'est aussi intéressant de savoir comment ils agissent, parce que ça nous permet d'en savoir un peu plus sur la maladie, sur comment elle se développe, sur ce qu'on appelle la physiopathologie. Donc, quels sont les mécanismes d'action de la maladie, en ayant l'idée de peut-être trouver des traitements après, quand on connaît mieux ces mécanismes. Donc, il y a énormément de facteurs environnementaux, comme je viens de vous le dire. Moi, je vais vous présenter simplement ceux-là, parce que c'est ceux parmi lesquels la connaissance est la plus aboutie. Donc, en me concentrant particulièrement sur la schizophrénie et les troubles psychotiques, et aussi, je parlerai aussi un petit peu des autres. Donc, on commence par le cannabis. Donc, le cannabis, c'est le facteur de risque. C'est le premier facteur de risque connu pour la schizophrénie. C'est le plus répliqué, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément d'études qui ont montré la même chose. La première de ces études d'envergure, qui a été publiée dans les années 80 dans le Lancet, qui est un grand journal, et une étude suédoise. En épidémiologie, les Scandinaves ont fait beaucoup parce qu'ils ont des registres de santé qui sont très fiables depuis plusieurs décennies. Nous, on s'y met en France, là, on a plusieurs décennies de retard là-dessus. Et en l'occurrence, ils avaient analysé des données recueillies auprès des conscrits, donc uniquement des hommes qui faisaient leur service militaire. Donc à 18 ans, ils leur avaient demandé s'ils avaient déjà consommé du cannabis et combien de fois dans leur vie ils avaient consommé. Et grâce au registre de santé, ils ont pu regarder 15 ans plus tard lesquels avaient pu souffrir et être hospitalisés et être soignés pour une schizophrénie. Et ils avaient montré que le risque n'était pas significativement différent pour ceux qui avaient consommé que quelques fois, moins de 5 fois, mais qu'après il augmentait graduellement avec plus d'épisodes de consommation, qui donnait un risque beaucoup plus élevé. Et si on comparait simplement ceux qui n'avaient jamais consommé à ceux qui avaient consommé, on avait un risque relatif 6 fois supérieur parmi les consommateurs. Donc ça, c'est encore une fois quelque chose qui a été très répliqué, qui a été discuté. Donc je vous parlais des mécanismes d'action en l'occurrence, donc cette association entre le fait d'avoir consommé et le fait d'avoir une maladie quelques années plus tard a été discutée, notamment avec cette hypothèse de l'automédication, sous-entendu, les gens qui sont susceptibles de développer un trouble psychotique vont avoir plus tendance à consommer avant parce qu'ils ressentent une anxiété sociale ou des choses comme ça. Et donc, il y a différentes études qui ont essayé de répondre à cette hypothèse, notamment celle-ci qui a réanalysé les mêmes données que je viens de vous présenter, les données des conscrits suédois, en se concentrant, parce que ils avaient fait passer aux conscrits des questionnaires de cannabis, de consommation de cannabis, mais également d'autres types
de données. Donc il va regarder s'il y avait certains qui avaient tendance à être repliés socialement, les traits de personnalité. Il y avait un item qui s'appelait comportement bizarre, bon, c'était pas très précis, et aussi ils avaient analysé le rôle des autres substances. Et malgré l'ajustement sur ces différents facteurs, la relation entre le fait de consommer du cannabis et de développer une maladie de 15 ans plus tard restait très significative. Donc cette hypothèse de l'automédication, elle n'est pas exclue. Il n'est pas impossible que cette association, ce risque de 6, qui est énorme en épidémiologie, il n'est pas impossible qu'il soit en lien avec une stratégie d'automédication, mais ça n'explique pas en soi une relation aussi forte. Voilà, et comme je vous disais, depuis il y a des dizaines d'articles, d'études qui ont prouvé la même chose, avec un risque relatif qui n'était pas égal à 6, qui était plus autour de 2, voilà, mais en tout cas quelque chose qu'on peut considérer comme un fait établi qui n'est plus la peine de réinterroger. En ce qui concerne les autres troubles psychiatriques, la relation entre la consommation de cannabis dans la jeunesse et le risque est beaucoup moins claire. Donc là, par exemple, c'est une méta-analyse de toutes les études qui ont été faites sur la dépression. Et quand on regroupait toutes ces données issues des différentes études, on obtenait un risque non significativement augmenté. Donc le cannabis augmente le risque de troubles psychotiques, mais pas celui de la dépression. En ce qui concerne le trouble bipolaire, c'est un peu plus discuté, mais globalement, s'il y a une relation, elle est faible, elle n'est pas du tout aussi forte que pour la schizophrénie. Et donc, on a plutôt une relation exclusive entre le cannabis et cette maladie, la schizophrénie et cette maladie précise. Ça, c'est donc un exemple de relation exclusive de facteurs de risque spécifiques. Il y a beaucoup d'autres facteurs de risque en santé mentale qui sont aspécifiques, c'est-à-dire qui vont augmenter le risque de différents types de maladies psychiatriques. Un des plus étudiés après le cannabis, c'est l'adversité dans l'enfance. On regroupe parfois sur le terme traumatisme psychologique infantile, qui est un terme qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est un peu fourre-tout parce qu'il va regrouper des expériences de vie qui sont très différentes. Bon, après, on a essayé de faire certaines dimensions au sein de la psychologie infantile. On a étudié le rôle d'une potentielle négligence ou d'abus, voilà, ou d'événements de vie stressants. En tout cas, regroupés ou pas, ces traumatismes psychologiques ont été multiplement aussi étudiés en ce qui concerne différents types de troubles psychiatriques. Donc, la schizophrénie, les troubles anxieux, les troubles bipolaires, et toutes ces études ont des résultats relativement univoques. Il y a un lien, il y a une association significative entre le fait dans l'enfance d'avoir vécu des choses difficiles, donc comme je vous ai dit, qui peuvent être très variées, et le fait de souffrir d'une maladie psychique plus tard. Donc ça c'est les données spécifiquement pour la schizophrénie, avec des taux qui sont relativement similaires entre les différentes expériences d'adversité. Voilà, juste la mort d'un parent qui n'était pas significativement associée dans cette méta-analyse concernant la schizophrénie. Donc il est associé, qu'il l'est pour d'autres. Voilà. Donc ça c'est la situation pour les traumatismes psychologiques infantiles. Il y a un autre facteur de risque qui est bien connu aujourd'hui, qu'on appelle l'urbanicité, qui reflète le fait d'être né, d'avoir grandi et ou de vivre en ville. Donc vous voyez, c'est des situations différentes qui demandent à être précisées et qui ont été étudiées depuis en gros le début des années 90, avec des résultats qui montrent une association nette entre le fait de naître et de grandir en ville, donc le fait d'avoir vécu son enfance et ou son adolescence en ville, et le fait de souffrir d'un trouble psychotique et de schizophrénie. Ça, je vous présente les données d'une étude française. À ma connaissance, c'est la seule étude française qui a été faite sur le sujet, qui a été faite par l'équipe dans laquelle je travaille aujourd'hui,
qui a comparé les données d'incidence. Donc l'incidence, c'est les nouveaux patients entre 2008 et 2012. Donc pendant 4 ans, dans 2 régions françaises, on a recueilli les données concernant tous les nouveaux patients souffrant de schizophrénie, dans la région du Puy-de-Dôme et autour de Créteil. Et on a recueilli des données dans différents types de villes, plus ou moins urbaines, et avec les résultats suivants, c'est-à-dire que plus la ville considérée était grande, plus l'incidence était élevée. Et ça, c'est un résultat qui est une réplication de nombreuses études qui ont eu lieu à l'étranger, notamment encore dans les pays scandinaves, au Danemark, qui montrent une relation qu'on appelle dose-effet, c'est-à-dire que plus l'urbanicité est élevée, donc il y a différentes manières de mesurer l'urbanicité. Une des plus consensuelles, c'est simplement la densité de population. Plus la densité de population est élevée, plus le risque de schizophrénie est élevé. Et donc ça, c'est quelque chose qui a suscité beaucoup d'interrogations. Un peu plus que pour les traumatismes psychologiques infantiles et le cannabis, puisqu'on s'est demandé qu'est-ce qui, dans le fait de vivre en ville, pouvait augmenter le risque, étant donné que le fait de vivre en ville regroupe des tas de choses différentes en termes d'exposition. Les virus, l'infection, tout ce qui est infectiologie, le stress social associé au fait de vivre en ville, et un troisième facteur dont je vous parlerai après. Donc, juste pour vous dire un mot du rôle de l'urbanicité, donc elle a été montrée comme associée à la schizophrénie. Il y a aussi des données qui vont plutôt dans le même sens concernant les troubles de l'humeur, bien qu'il existe en gros des études contradictoires. Donc, les données sont beaucoup moins claires en ce qui concerne la dépression et le trouble bipolaire. En revanche, en ce qui concerne le trouble du spectre de l'autisme, l'association est également très élevée. Et il y a ce qu'on appelle des fenêtres de vulnérabilité différentes. Sous-entendu, quand on étudie le fait de vivre en ville, le fait de naître en ville ou de vivre en ville dans l'enfance ou dans l'adolescence, ça ne donne pas les mêmes résultats. Le risque est différent. Voilà, donc évidemment pour les troubles du spectre de l'autisme, c'est-à-dire une maladie qui débute dans le très jeune âge, le rôle de l'urbanicité à l'adolescence n'est pas concerné. C'est vraiment la naissance et les premiers mois. Alors que pour la schizophrénie, c'était proportionnel au nombre d'années vécues en ville depuis la naissance jusqu'au début de la maladie. Donc quelque chose de beaucoup plus linéaire. Et donc, comme je vous disais, il y a beaucoup de chercheurs qui se sont posé la question des mécanismes qui pouvaient expliquer les liens entre le fait de vivre et de grandir en ville et le risque de maladie psychique, et qui ont proposé ces différentes explications. Donc le stress psychosocial, le fait lié au fait de vivre en ville, le fait de vivre dans un endroit où les inégalités économiques étaient importantes, le fait que peut-être en ville on consomme plus de stupéfiants et de cannabis qu'ailleurs, et où les infections in utero et néonatales. Je vais vous présenter un peu quelques articles qui étudient ces différents mécanismes. À commencer par le stress social. Et ça, pour parler de stress social, c'est des psychiatres qui ont collaboré beaucoup avec des sociologues qui ont étudié les variations du risque de schizophrénie au sein d'une ville, donc en ne regardant pas à l'échelle de la ville tout entière, mais au sein des différents quartiers d'une ville. Les premiers à avoir fait ça, c'est à Chicago que ça s'est passé dans les années 30. Ils avaient simplement demandé leur adresse aux gens dans les hôpitaux psychiatriques, et ils avaient montré qu'en gros les patients venaient de quartiers précis et que plus la pauvreté était élevée dans ces quartiers, plus le risque était élevé également. Donc ça, c'était une première donnée intéressante dans les années 30. Après, il y a eu en gros 40 ou 50 ans où on ne s'est plus beaucoup intéressé à ce genre d'études, et on en a refait dans les années 90 et surtout dans les années 2000, avec par exemple ce facteur sociologique qu'on a appelé la fragmentation sociale, qui ressemble à l'anomie qui était définie par Durkheim
le sociologue français au XIXe siècle, en gros la perte d'organisation dans une société. En l'occurrence, cet indice était calculé par des sociologues à partir du nombre de personnes vivant seules dans un quartier. Donc au niveau populationnel, on va regarder les différents quartiers de ville, on va regarder quelle est la proportion de ces différents quartiers de personnes vivant seules. Et là, je vous parle d'une étude qui a été faite sur toute l'Écosse entre 89 et 93, qui a étudié ces trois facteurs, la fragmentation sociale, le niveau de pauvreté et la densité de population, et qui montrait que ce facteur de la fragmentation sociale était très significativement associé au risque de schizophrénie avec un autre ratio qui en gros reflète le risque de 13, donc une relation très importante. Autre notion sociologique assez proche, en tout cas liée à la fragmentation sociale, le capital social, qu'on peut définir comme la qualité et la quantité des interactions sociales d'un quartier, qui est calculé de manière différente, mais en gros, les différents indices qui ont permis de le calculer, c'est le niveau de participation civique, le niveau de participation aux élections, le niveau de confiance dans un quartier entre les voisins, la coopération entre les différents habitants, etc. Et là, je vous parle d'une étude qui a eu lieu dans le sud de Londres. Dans le sud de Londres, qui est une région qui est historiquement très connue pour avoir un risque de schizophrénie très très élevé, un des plus élevés en Europe. Et de manière très intéressante, cette étude montrait deux associations différentes. Un bas niveau de capital social associé à un risque doublé de schizophrénie, et en même temps aussi un haut niveau de capital social, donc ce que les auteurs ont appelé peut-être un contrôle social, qui était aussi associé au risque de schizophrénie. Donc, toutes ces études dans ce cadre d'essayer d'expliquer le rôle de l'urbanicité dans le risque de troubles psychotiques. Et si on parle de sociologie, je voudrais juste dire un mot aussi sur ce livre de Durkheim, très intéressant et encore d'actualité aujourd'hui, donc il y a des erreurs méthodologiques, qui avait étudié le risque de suicide en France en fonction de différents facteurs, le sexe, le fait d'être marié, le niveau social, la religion, etc. Et qui avait montré des différences très fortes entre groupes sociaux, avec notamment le risque qui était beaucoup plus élevé chez les protestants que chez les catholiques, et le risque qui était plus élevé chez les célibataires que chez les personnes mariées, et aussi que chez les veufs. Donc voilà, juste ce livre vraiment encore d'actualité est très intéressant parce qu'il détaille bien la méthodologie utilisée et sa réflexion sur le sujet. Donc, je vous ai parlé de ces quatre facteurs qui peuvent expliquer le rôle de l'urbanicité. Plus dernièrement, plus récemment, on s'est penché sur le rôle de la pollution atmosphérique. Donc, on sait que la pollution atmosphérique, elle est associée à plein de maladies différentes, notamment les maladies cardiovasculaires et les troubles psychiatriques et les maladies cardiovasculaires, on sait, sont très associées les unes aux autres, avec donc, très probablement des facteurs de risque communs. Et donc on s'est intéressé, on commence un petit peu à s'intéresser au rôle de la pollution atmosphérique. Il y a très peu d'études sur le sujet. Et en tout cas en ce qui concerne la schizophrénie, la maladie pour laquelle il y a le plus d'études, c'est l'autisme, qui montre vraiment des choses intéressantes, des associations significatives entre l'exposition à différents types de polluants atmosphériques et le risque d'autisme. Et en ce qui concerne la schizophrénie, les études sont beaucoup plus imparfaites, avec beaucoup de biais méthodologiques pour le moment, parce que c'est très compliqué de regarder l'influence de la pollution depuis la naissance jusqu'au début des troubles, de pouvoir mesurer ça chez les gens. Donc il y a énormément de biais méthodologiques, mais il y a quand même des auteurs qui essayent d'approcher au maximum la réalité et qui ont montré déjà des associations. Donc il y a une étude danoise qui montre que quand on regarde un index de qualité globale de l'air, donc un index calculé à partir de la concentration de plein de polluants différents, et qui montre qu'il y a des associations avec le risque de différents types de maladies psychiatriques, dont la schizophrénie et le trouble bipolaire.
Dernièrement, une étude plus intéressante, c'est-à-dire moins biaisée méthodologiquement, qui a étudié les symptômes psychotiques infracliniques. Donc ce sont des symptômes, c'est les mêmes symptômes que pour les troubles psychotiques caractérisés, mais chez des gens qui n'ont pas de troubles psychotiques caractérisés, qui souvent ne sont pas soignés pour ces symptômes-là, et qui montraient que comparer deux types de personnes, les personnes qui ont vécu dans des endroits les moins pollués, vs les personnes qui vivaient dans des endroits les plus pollués, donc c'est vraiment en comparant les deux extrêmes, et qui montraient que les gens qui vivaient dans l'extrême le plus pollué avaient plus de symptômes psychotiques infracliniques que les autres. Et ça, c'est une étude à laquelle j'ai participé, qui est récente, qui a montré, qui a étudié, là je vous parle depuis le début, de l'environnement comme facteur de risque, et non pas comme facteur pouvant avoir un impact sur l'évolution de la maladie. Et ça, cette étude, en l'occurrence, c'était une étude qui se concentrait sur l'évolution de la maladie et sur le nombre de consultations aux urgences, en considérant qu'une consultation aux urgences pour troubles psychotiques était le reflet d'une décompensation psychotique. Et on a regardé sur 11 ans, entre 2008 et 2018 compris, si les pics de pollution aux microparticules étaient associés à une augmentation des consultations aux urgences pour trois types de troubles psychiatriques, les troubles psychotiques, la dépression sans troubles bipolaires et les troubles bipolaires. Et il y avait des associations avec, en gros, pendant les périodes de pic, 7% de plus de consultations pour troubles psychotiques qu'en dehors des périodes de pic. Avec des chiffres un peu similaires, moins forts, une association moins forte, mais pour la dépression, et une absence totale de différence entre les périodes de pic et les périodes d'absence de pic en ce qui concernait les troubles bipolaires. Donc voilà pour l'urbanicité et les facteurs pouvant expliquer le rôle de l'urbanicité. Il y a d'autres facteurs qui ont été étudiés, comme la migration. La migration, c'est quelque chose qui, un peu comme la fragmentation sociale, a été étudié avant-guerre. C'est un psychiatre, il me semble, suédois, haut de garde, qui vivait aux États-Unis, qui avait remarqué que les Suédois émigrés aux États-Unis avaient plus de schizophrénie que les autres, et qui avait fait vraiment une étude statistique à l'époque, en montrant ça, que les personnes émigrées avaient plus de troubles psychotiques que les autres, et qui, à l'époque, avait fait l'hypothèse de ce qu'il avait appelé la migration sélective, sous-entendu, les personnes susceptibles d'avoir une maladie ou déjà malades migrent plus que les autres. Donc ça, c'est quelque chose qui, un peu comme l'automédication pour le cannabis, a été beaucoup discuté. On a beaucoup cherché à savoir si des données pouvaient étayer cette hypothèse, et il s'est avéré que non. Alors, il y a plusieurs choses qui ont montré que cette hypothèse de la migration sélective n'était probablement pas la bonne, à commencer par l'âge de la migration. Plus la migration se fait tôt, plus le risque est élevé. Donc évidemment, quand on a entre 0 et 4 ans, c'est pas l'enfant qui prend la décision, donc c'est pas impliqué. À l'inverse, d'autres hypothèses de mécanismes pouvant expliquer les liens entre migration et troubles psychotiques, qui étaient beaucoup plus convaincantes, notamment tout ce qui est autour de ce que les chercheurs appellent parfois l'acculturation, le fait de devoir s'adapter à une nouvelle culture, ce que d'autres appellent aussi le traumatisme migratoire, voilà, et tout ce qui est autour de la défaite sociale, et qui montrait, notamment avec ces études qui ont étudié ce que les chercheurs ont appelé l'effet de densité ethnique. Quand des migrants vivent dans des quartiers où il y a plus de personnes de la même origine qu'eux, pas seulement des migrants, mais vraiment de la même origine qu'eux, et ben, le risque d'avoir une schizophrénie est beaucoup moins élevé. Il reste plus élevé que la population générale, mais il est moins élevé. Et ça, donc plusieurs études ont montré ça, et donc, ils ont appelé ça l'effet de densité ethnique. Sous-entendu, quand il y a plus de personnes proches culturellement, il y a moins de maladies, il y a moins de schizophrénie. Donc ça accrédite la thèse de l'acculturation. Il y a eu d'autres études qui ont essayé de regarder également chez les migrants de seconde génération si le risque était plus élevé, et qui ont montré qu'en seconde génération, le risque était parfois encore plus élevé qu'en première génération,
avec sous-entendu, avec toutes les problématiques d'acculturation dans la seconde génération qui sont plus importantes que dans la première génération. Des études qui ont étudié la couleur de peau, qui ont montré que c'était spécifiquement les migrants de couleur noire qui avaient des risques plus élevés, en faisant l'hypothèse que ces migrants-là souffraient de plus d'expériences de discrimination que les autres. Et aussi, on a étudié l'impact de l'histoire migratoire des différents pays, en partant d'une étude israélienne qui a montré que les émigrants en Israël issus de diaspora juive n'avaient pas de risque de schizophrénie augmenté quand ils allaient en Israël. Et d'autres pays, en gros les pays avec une histoire migratoire ancienne, donc les États-Unis, le Canada, l'Australie, VS l'Europe avec une histoire moins ancienne, ou dans les pays avec une tradition migratoire, un risque moins élevé que dans les pays avec une histoire migratoire plus récente. Il y a aussi des causes biologiques qui ont été évoquées pour expliquer cet impact de la migration, notamment tout ce qui est autour d'exposition à des nouveaux virus, exposition in utero ou exposition un peu plus tard, avec des virus qui peuvent venir perturber le neurodéveloppement, et aussi autour de l'ensoleillement et de la vitamine D. Je vous ai parlé des liens entre migration et troubles psychotiques. Un peu comme le cannabis ou les traumatismes psychologiques infantiles, c'est des choses qui ont été étudiées pour d'autres types de troubles. Et un peu comme pour le cannabis, des choses beaucoup moins précises, beaucoup moins significatives pour les autres types de troubles. Donc on a montré une association avec la dépression. En gros, pas d'influence sur le risque de troubles bipolaires. Pour les troubles anxieux, des choses contrastées. Avec certains types de troubles qui étaient augmentés contrairement à d'autres. Et pour d'autres types de troubles comme les addictions, un rôle même positif de la migration avec, donc pour les addictions par exemple, dans beaucoup de pays, un risque moins élevé parmi les migrants, notamment de première génération, que dans la population générale. Donc, voilà pour ce facteur. Beaucoup plus récemment, en recherche sur ce thème, on a regardé le rôle de l'inflammation et des infections, en faisant l'hypothèse que les différents types de facteurs que je vous ai présentés et d'autres qui sont ici sont en fait associés à une neuroinflammation, un phénomène neuro-inflammatoire qui pourrait venir perturber le neurodéveloppement et qui pourrait faire le lit d'une maladie psychiatrique plus tard. Donc les infections in utero ou néonatales, le rôle de la malnutrition, les traumatismes et le stress dans l'enfance, et d'autres facteurs dans l'adolescence, qui étaient tous associés à une neuroinflammation. Et donc voilà, il y a eu cette hypothèse que peut-être une neuroinflammation précoce viendrait perturber le neurodéveloppement. Et donc différents types de virus ou de parasites, comme la toxoplasmose, voilà, ou le virus de la grippe, ou le virus de l'herpès, donc les infections néonatales ou in utero, ont été étudiées avec des choses significatives, notamment pour la schizophrénie, des risques très augmentés pour les gens infectés de manière précoce. Et avec l'hypothèse toujours que ce n'est pas le virus en soi qui va causer la maladie, mais c'est l'inflammation associée et réactive à ce virus qui va après léser les neurones et perturber le neurodéveloppement. Voilà, en gros, je vous ai brossé un peu le paysage de cette littérature scientifique en me concentrant sur l'environnement et en faisant fi d'autres facteurs qui sont les facteurs génétiques qui sont aussi impliqués de manière significative, qui agissent parfois en interaction avec l'environnement. Sous-entendu, certains gènes vont vraiment nous rendre très vulnérables à certains facteurs précis, et la rencontre de facteurs génétiques et de facteurs environnementaux
étant vraiment pouvant décupler l'effet des facteurs seuls, donc du facteur génétique seul ou du facteur environnemental seul. Donc, on parle d'interaction gène-environnement. Voilà. Très bien, merci beaucoup Baptiste pour ta présentation.